Donc on accueille le professeur Pierre-Grégoire Guinaud de Dijon et qui va nous expliquer justement comment optimiser en préopératoire ces patients de chirurgie vasculaire. Donc, messieurs les modérateurs, merci l'ASFAR de m'inviter, messieurs, dames. Je suis ravi d'être là pour parler justement et rebondir sur l'optimisation préopératoire du patient vasculaire, parce que c'est un sujet qui est assez vaste et qui est effectivement, à mon avis, négligé, notamment particulièrement chez ce patient, parce qu'on va vite et on fait beaucoup de dilatation. Mes conflits, voilà. Finalement, en synthèse, on a vu que c'est un patient qui est très intéressant, parce que c'est un patient qui est morbide, et morbide sur tous les appareils, que ce soit le neuro, métabolique, cardiovasculaire, rénal et respi. Ils sont souvent polymédicamentés, ils fument, on l'a vu, et puis on a une population qui est de plus en plus âgée. Et finalement, ils vont avoir face à une chirurgie qui est vaste, et qui elle aussi a une mortalité qui peut être faible, qui peut être intermédiaire, élevée, avec des spécificités selon la chirurgie, plutôt un risque infectieux, un risque rénal, un risque neurologique. Et cela va être en plus modifié par le fait que ce soit fait en urgence ou en semi-urgence, parce que la plupart du temps, on a aussi toute une série de patients qui traînent un peu dans les étages semi-urgents et qui sont mal évalués. Et donc, on s'intéresse finalement à l'optimisation de ces patients et qu'on regarde les scores prédictifs de mortalité, et là je reprends un travail, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur ce travail, ils ont voulu voir qu'est-ce qui prédisait la mortalité. Et finalement, c'est toujours la même chose, c'est un triptyque entre le type de chirurgie, d'accord, et on voit très bien que plus c'est central, plus c'est aortique, plus c'est suprarénal, plus c'est à risque. Les comorbidités du patient, et on retrouve toujours à peu près les mêmes choses. Un problème cardiovasculaire, un problème rénal, un problème respiratoire ou métabolique, et le problème des médications, des traitements de fond. Et vous allez voir que finalement, entre les trois, il y a une interaction. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous regardez la mortalité, ça augmente, et puis à un moment donné, ça explose. Et donc, nous, on va être là en amont pour pouvoir évaluer tout cela et intervenir sur ce patient-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Identifier ce patient à risque, identifier la chirurgie à risque, ça on l'a vu, identifier les risques, parce qu'en fait, c'est bien beau de dire il est à risque, mais quels sont les risques que le patient va avoir? Et donc, parce que j'ai identifié les risques, je vais anticiper ces risques et définir une stratégie. Le tabagisme, on ne va pas revenir dessus, mais quand on regarde des vieilles cohortes, et notamment celle-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a fumé, d'accord, que ce soit sur le risque cardiovasculaire ou respiratoire, ce risque il en manque de manière linéaire. Que le tabagisme soit actif ou passif et qu'il y ait des conséquences de ce tabagisme sur le plan cardiovasculaire et respiratoire. Et donc quand on le voit, c'est toujours le moment de proposer un arrêt tabagique. Je suis ancien fumeur, je sais, c'est pas facile, mais c'est recommandé. Dans les dernières recommandations, il est recommandé d'arrêter de fumer 4 semaines avant. C'est pareil, c'est dans l'idéal de voir un patient 4 semaines avant sa chirurgie. Le risque respiratoire. Alors quand on regarde la littérature, de la même manière, ils ont essayé de créer des risques, ça a déjà été dit. Et là, sur ce travail de 52 000 patients sur la chirurgie, ils ont fait un critère composite de risque respiratoire qui tourne autour de 10%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs variables. Et quand on voit ces variables, finalement, il y en a des fortes. Et c'est celle que je vous ai mis en gras, l'âge, le fait qu'il soit insuffisant respiratoire, qu'il ait une insuffisance rénale chronique, et que ce soit une chirurgie plutôt centrale, aortique et en urgence. Et finalement, ça sont des facteurs de risque faciles à identifier, parce que ce sont toujours les mêmes. Et vous voyez, ce score a une très bonne prédictivité, autour de 80%. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces patients-là, la mortalité est basse. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où ils ont la complication, alors là, ça explose de manière exponentielle en ce qui concerne la mortalité opératoire et après, derrière, le parcours du patient qui va finalement pas forcément rentrer chez lui. Donc, que proposer? Il y a des choses simples. Mais parmi les choses simples, il y a tout ce qui est la kinésithérapie respiratoire. Et quand on regarde, finalement, on a vu faire plein de choses, plein de pratiques. Et là, il y a une méta-analyse qui est assez intéressante, puisqu'elle reprend un certain nombre d'études avec un nombre important de patients. Et bon, ils ont compilé les cardiovasculaires et abdominales majeures, mais finalement, entre l'aorte et le cardiovasculaire, on est dedans. Et je vous invite à regarder, premièrement, à gauche de votre écran. Finalement, quand on regarde, est-ce que ça a un impact sur des complications? Oui, ça a un impact sur des complications de faire de la kinésithérapie respiratoire préopératoire. Donc oui, il faut probablement en faire, que ce soit sur du cardiovasculaire pur ou de l'abdominal. Maintenant, que faire? Parce que c'est un peu le problème. Et moi-même, je ne sais pas quoi faire. Et quand je discute avec les équipes ou des kinésithérapeutes, vous avez différents types d'exercices. Et vous avez des études avec différents types d'exercices. Et donc, ils ont regardé finalement, est-ce que la kiné simple ou est-ce qu'un exercice plus intense
est associé à une diminution du risque. Ben oui, finalement, même des exercices tout simples sont associés à la diminution du risque. Donc, oui, pour la kinésithérapie respiratoire, même si ce sont des exercices tout simples. Il faut un certain temps pour le faire. Ce n'est pas un exercice de kiné la veille de la chirurgie. Et il faut voir, je pense probablement, dans le circuit avec les kinésithérapeutes locaux, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces patients. Le risque cardiovasculaire, je ne vais pas m'étendre dessus, ça a été dit, et puis surtout ça va être traité, mais maintenant on parle, finalement, on a tous peur de ce risque, l'infarctus du myocarde, puis maintenant on parle du MINS. Il faut savoir que c'est quand même très fréquent et que quand ça arrive, il y a une mortalité. Et juste, je voulais insister, parce que c'est la proposition, c'est que finalement c'est simple. Est-ce qu'il va pouvoir faire face à cet effort chirurgical? Est-ce qu'il a un facteur de risque? Parce qu'il va avoir une chirurgie majeure. Et toute la difficulté qu'on a, c'est que ce sont des patients artériopathes et qui sont difficiles. Et finalement, il n'est pas recommandé de l'envoyer chez le cardio qui vous renvoie une consulte laconique. Je ne contre-indique pas la chirurgie, l'échographie cardiaque est normale. Ce n'est pas ça la question posée, c'est de savoir si mon patient va pouvoir faire face sur le plan fonctionnel à cet effort. Et donc, il faut aller vers des épreuves plutôt fonctionnelles, provoquer cet effort pour voir s'il souffre parce qu'il est à risque. Et dans ce cas, être sur une optimisation du traitement médical. Sur le plan métabolique, ça c'est quelque chose qui est assez important et que finalement je pense même chez nous est peut-être un peu passé à la trappe. Je vous invite à regarder sur la gauche, c'est la chirurgie périphérique, pontage, dilate, et ils ont regardé le taux d'hémoglobine glyquée avant la chirurgie. Et ce que vous voyez, donc c'est reprise chirurgicale et amputation, ce qui nous intéresse. Et plus ce taux est élevé, et plus le patient a une chance d'être repris, d'avoir un échec chirurgical et de finir en amputation. On le sait tous. Finalement, que faire? Alors, il y a l'insulinothérapie périopératoire, qui est intéressante dans ce travail randomisé sur la chirurgie majeure de l'anévrisme de l'aorte abdo. Les auteurs sont intéressés à savoir s'ils traitaient de manière spontanée un épisode noté d'hyperglycémie ou s'ils allaient mettre en place un protocole actif thérapeutique avec une fourchette entre 1 et 1,5 g. Et comme ils ont regardé les complications sur le plan d'un critère composite, c'est essentiellement des complications cardiovasculaires, et effectivement, en ayant une approche active, ils vont diminuer le taux de complications cardiovasculaires, ce qui va se traduire par une diminution de la durée de séjour du patient. Donc, que faire? Je vous renvoie aux recommandations de la SFAR qui sont bien faites, un peu complexes, soit, mais avec un livret qui me sert beaucoup, moi, en pratique quotidienne. Il faut doser cette hémoglobine glyquée. Bien sûr, si elle est très élevée, généralement supérieure à 9, il faut essayer de repousser la chirurgie pour que le patient ait le temps d'avoir une intensification de sa prise en charge. En pratique, je sais que c'est compliqué, mais c'est l'idéal. Et il faut avoir un protocole de service et être strict sur les objectifs glycémiques. Sur le plan de la dénutrition, on l'a vu, c'est autour de la fragilité. Il n'y a pas de choses incroyables. Juste, je renvoie vers la conférence d'actualisation en 2010, qui date de plus de 10 ans, mais c'est vrai que ça passe un peu à la trappe. Et ce n'est pas parce qu'il mange 2 ou 3 fois par jour qu'il mange de manière adaptée par rapport à son terrain. Quand vous regardez ces patients, à partir du moment où vous identifiez un risque de malnutrition, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de complications, et que comme il y a de plus en plus de complications, ils meurent plus et ils vivent moins. Alors, l'anémie a été traitée au travers de ce congrès. Ce qu'on sait, c'est que finalement, quand on regarde, sur le premier travail en haut, c'est la chirurgie de l'aorte abdo, en endo ou ouvert. Les facteurs de risque de mortalité, que ce soit sur du court terme, hospitalier, ou du moyen long terme, après l'hôpital, l'hémoglobine dans ce travail va sortir. Ça reste associé. On se dit, c'est pas grave, il arrive, c'est un peu une semi-urgence, il traîne, on va le transfuser. Et donc, je vous renvoie vers le deuxième travail, qui s'intéresse toujours à la même chirurgie, un peu plus de patients, et regarde la transfusion par rapport à la mortalité. Quand vous transfusez pendant la chirurgie, seulement, vous augmentez votre risque d'événement cardiovasculaire de 5 fois dans ce travail. Quand vous transfusez seulement en post-opératoire, vous l'augmentez aussi. Et quand vous transfusez pendant et après, vous le multipliez par 10. Donc il y a un effet plutôt exponentiel du risque. Donc l'anémie est associée à la mortalité, mais ce n'est pas parce que je passe 2 kilos parce qu'il est anémique que je vais améliorer le devenir de mon patient. Ce qu'il faut, c'est anticiper. Et je renvoie vers ce qui a été fait et dit il n'y a pas très longtemps. Alors en chirurgie vasculaire, il y a eu quelques travaux. Grosso modo, ce qu'il faut faire, si on a le temps, c'est de l'EPO, forte posologie, avec du fer, et au moins 3 semaines. Voilà, ça demande du temps. Et ça est quand même plutôt associé à une diminution du nombre de patients transfusés.
le faire la veille avec un espèce de cocktail, ça ne diminue pas le nombre de patients, mais ça diminue le nombre de culots. Voilà. Le risque rénal. Ça, on en parle tous, ça fait peur à tout le monde. Quand on regarde un peu la chirurgie vasculaire, dans ce travail de synthèse, vous voyez, ça va selon le type de chirurgie, distale, carotidien, centrale, ouvert, supra, infra-rénal, on va de 4 à 60%. En fait, ce qu'il faut, c'est identifier, comme je l'ai dit, ce patient. Identifier parce qu'il a une susceptibilité, parce qu'il a une insuffisance rénale chronique, parce qu'il a une albuminurie, qu'il a une protéinurie à la bandelette, parce qu'il vous dit « Ah, j'ai déjà été opéré, j'ai fait une poussée d'insuffisance rénale », parce qu'il est dénutri, parce qu'il est anémique, parce qu'il est fragile. Et parce qu'il va avoir une chirurgie, que vous connaissez bien le chirurgien qui va l'opérer, que c'est peut-être une dilatation distale ou c'est peut-être un anévrisme de l'aorte abdo avec un pompage susrénal. À partir du moment où vous avez identifié, et vous savez qu'il y a des facteurs de risque, il a un risque. Eh ben, il faut mettre en place ce qu'on appelle un ensemble de mesures pour éviter ce risque. Il ne faut pas l'attendre, il faut l'éviter. Et pour l'éviter, c'est corriger les facteurs qu'on a identifiés, donc mettre en place cela, anticiper avec une optimisation hémodynamique périopératoire, contrôler le saignement, voilà. Et tout ça doit faire partie de l'anticipation à la fin de la consultation. Et ça doit être discuté de manière pluridisciplinaire. En chirurgie cardiaque, ça a montré dans des études randomisées que c'était efficace. Je pense que la chirurgie vasculaire peut être aussi une bonne chirurgie pour l'application de ce genre de protocole. Maintenant, les traitements. Simple, je vais faire les statines. Il faut des statines. Il y a eu de belles études. Celle-ci qui a donné la fluvastatine 80 mg 30 jours avant, c'est important, vers placebo, chez des patients de chirurgie vasculaire à risque intermédiaire ou majeur. Vous voyez, ça diminue de 10% la mortalité liée à l'infarctus. D'accord ? Donc, oui, il faut en mettre. Et quand on regarde les recommandations, si le patient prend des statines, on les continue. Quand vous voyez en consultation en mettre avant la chirurgie, il n'y a pas réellement d'intérêt parce qu'il faut vraiment une imprégnation d'au moins 30 jours. On peut discuter le fait d'en mettre si on considère qu'il est vraiment à risque. Après, il est opéré, mais en post-opératoire, il doit vraiment avoir son traitement. Le deuxième, les bêta-bloquants, je ne m'étendrai pas trop dessus pour ne pas rebondir sur les autres présentations. Mais il y a eu ce travail qui a fait du bruit, qui était l'étude Poise, où ils ont donné en périopératoire précoce un bêta-bloquant à forte dose pour diminuer le risque d'infarctus du myocarde. Effectivement, ça marche. Vous diminuez le risque d'infarctus du myocarde dans ce travail, mais vous augmentez le risque d'AVC, d'hypotension et de décès. Donc, je ne pense pas que ce soit recommandé. Il ne faut pas le mettre. Et quand on regarde les dernières recommandations, si le patient est traité et que le cardiologue a intensifié son traitement par bêta-bloquant, on maintient le traitement. D'accord ? S'il n'en a pas eu et qu'on le voit juste avant, il n'y a pas forcément d'intérêt à mettre un traitement pour diminuer un risque potentiel périopératoire myocardique s'il n'a pas été identifié. Alors, un sujet qui fait débat, mais la consultation, et anticiper, c'est prévenir, elle doit discuter avec le patient du type d'anesthésie. Pas ce type d'anesthésie, il y a finalement une littérature plus abondante du côté chirurgical, c'est assez étonnant que du côté anesthésique, sur le type d'anesthésie et le devenir du patient. On regarde, là on est sur la chirurgie des membres inférieurs, pontage, et ils ont repris, c'est au Canada, 16 000 patients. Et ce qu'ils se rendent compte en faisant une tambouille statistique qui compare anesthésie générale versus rachianesthésie, c'est que finalement il y aurait moins de complications cardiovasculaires avec la rachianesthésie qu'avec l'anesthésie générale. Et quand on regarde la littérature, il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens. Pour l'anesthésie locale, sédation, rachianesthésie ou anesthésie loco-régionale. Cependant, quand on regarde, et ça c'était assez intéressant, c'est que quand au Canada, ils regardent le taux d'utilisation de rachianesthésie, vous voyez qu'en 2000, ils étaient autour de 35%, et finalement, ça a chuté. Et ça a chuté parce que, en fait, on utilise de plus en plus, il y a une erreur dans les légendes, d'antico-oraux et d'anti-agrégants. Et c'est un réel problème du quotidien. En plus, c'est des patients souvent qui sont vus en semi-urgence. Et donc, heureusement pour nous, on a eu des recommandations qui sont très récentes, qui vont nous permettre de gérer, par rapport à l'ALR, ces anti-agrégants et ces anticoagulations oraux. Vous voyez que pour l'aspirine, il n'y a pas réellement de problème à avoir. Si elle est forte dose, plus de 200 mg, il faut l'arrêter au moins 3 jours, c'est ce que recommandent les experts. Les inhibiteurs de P2Y12, type Clopi, Tika ou Prasugrel, c'est grosso modo entre 5 et 7 jours. 7 jours quand même pour le Clopido, parce qu'il y a une grosse variabilité. Les HBPM, vous voyez, ça va dépendre un peu de la clairance et du fait qu'elle soit prophylactique ou thérapeutique.
mais c'est entre 12 et 24 heures, et c'est tout à fait compatible avec de l'anticipation à l'hôpital. Il y a les antico-oraux, il y en a différents types, faible dose, haute dose. Grosso modo, pour simplifier, bon, on va revoir les comptes, mais 48-72 heures, c'est le minimum pour pouvoir aller sur de l'ALR et de l'arachy-anesthésie. Alors, on n'aime pas l'arachy-anesthésie, ben on fait l'anesthésie générale, mais on peut quand même proposer sur les chirurgies majeures de l'analgésie loco-régionale. Et dans ce travail qui a été fait, qui est anglais, ils ont repris 10 000 chirurgies de l'aorte abdo sur une grande période, et ils ont regardé celles qui avaient l'anesthésie générale pure et celles qui avaient l'anesthésie générale avec une analgésie spinale, loco-régionale, APD, donc péridurale. Ils font un score de proportion et ils vont regarder un peu, et grosso modo, dans ce travail qui a des limites, il y a quand même un signal pour une mortalité qui est divisée par 2, moins de complications majeures cardiovasculaires, moins de complications respiratoires, et donc une durée de séjour en soins intensifs divisée par 2. Et là, c'est ce qui vous montre sur la survie. Alors, ce sont des gros chiffres, mais c'est entre 94% et 98%. Il y a une survie de meilleure qualité dans ce travail quand on associe une analgésie loco-régionale. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait une AG qu'on oublie l'anesthésie ou l'analgésie loco-régionale. C'est quelque chose qui peut être proposé en amont. Et finalement, c'est la fin, synthéser sur celui-là que je trouve assez séduisant, et ça rebondit un peu sur le topo précédent. C'est une étude anglaise. Et en fait, ils se sont intéressés aux patients âgés, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont regardé ce patient en randomisant et en prenant les patients de plus de 65 ans, alors âgés, bon, voilà, et ils ont fait une évaluation indépendante par une équipe pluridisciplinaire qui était en dehors de leur structure hospitalière, qui comprenait des gériatres, une infirmière de pratique avancée, des assistants sociaux, des kinés, et ils ont évalué plusieurs dimensions du patient. Et donc, il y avait la cognition, la fragilité, le cardiovasculaire, les traitements, l'anémie, des choses simples sur lesquelles on disserte depuis tout à l'heure. Et à la suite de cette consultation, ils ont donné aux médecins de la structure hospitalière un plan à suivre. D'accord ? Un plan, et le patient, il le préparait à la chirurgie avec un plan. En ce qui concernait la prise en charge hospitalière chirurgicale, c'était la même pour les deux groupes. Et ce qu'ils ont montré, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une diminution des complications périopératoires, essentiellement des complications médicales, mais pas chirurgicales, avec une diminution de la durée de séjour. Et ça intéressait le plan cardiovasculaire, l'insuffisance rénale et l'infection du site opératoire. Donc vous voyez, quand on commence à aborder de manière pluridisciplinaire et en amont, et surtout en fixant un plan, on arrive à avoir probablement une efficacité pour notre patient. Donc, en conclusion, je ne vais pas lister, mais ce qu'il faut, c'est identifier. À partir du moment où on a identifié, c'est pas dire je l'ai fait, c'est planifier et mettre en place un plan de soins. Et ce plan, il ne peut marcher que parce qu'il y a une coopération avec les différents acteurs, notamment les chirurgiens. Et ça, c'est le plus dur, parce que, en ce qui me concerne, c'est un problème du quotidien. Faire comprendre aux différents acteurs qu'il y a un intérêt à retarder un peu la chirurgie ou à envoyer chez le gériatre ou cela. Et parce qu'on est arrivé à mettre en place et planifier cela, qu'on a identifié, qu'on a un plan d'action, on va diminuer les complications du patient et améliorer la satisfaction globale de la prise en charge de notre patient. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vous voulez prendre un micro? C'est bon, oui, merci pour ce topo. J'ai une question concernant l'intérêt de l'analgésie associée à la chirurgie vasculaire. Moi, ce qui m'embête, c'est l'anesthésie axiale chez un patient chez qui on va injecter de l'héparine. J'attendais cette question. Écoutez, je le fais. C'est publié par les chirurgiens, c'est fait, effectivement. Je pense que vous devez avoir déjà un bilan de coagulation qui est normal avant de le faire. S'il a des antiagrégants, des anticoagulants, vous devez avoir respecté les temps. Et c'est une pratique que nous avons dans le centre où je travaille. Et je pense qu'il ne faut pas laisser faire la rachianesthésie à un jeune inexpérimenté, parce qu'il y a aussi faire une rachianesthésie et faire une rachianesthésie. Faut avoir l'art de la faire, excusez-moi. Mais voilà. Maintenant, quand on regarde la littérature, il n'y a pas d'événements rapportés, il n'y a pas de focalisation particulière de la littérature là-dessus. Je vais rester dans la réserve en disant, voilà, j'ai pas de recommandation dessus. Maintenant,
C'est quelque chose qui est fait, je pense, et pas que dans un seul centre. Ensuite, sur les doses d'héparine, ils le font aussi, vous savez, en chirurgie cardiaque, pour l'analgésie. On fait une rachie juste avant la chirurgie, et on va mettre un peu de morphine dessus, ce que vous voulez, et ça se fait dans des centres. Et derrière, c'est 300 unités kilo, hein, c'est pas la même dose d'héparine. Voilà, il y a des gens qui faisaient la péri. Donc, je sais que tout le monde a peur. On a toujours très, très peur de tout cela. Maintenant, je pense que par rapport à ça, il faut se mettre des limites. Vous n'allez pas piquer 10 fois le dos, vous allez bien vous installer, vous n'allez pas laisser aux jeunes qui n'ont pas l'habitude. Voilà. Monsieur ? Une autre question ? Contrairement à d'autres spécialités chirurgicales, autant pour la chirurgie fonctionnelle, par exemple orthopédique, on ne va pas avoir de souci à décaler, récuser, enfin pas récuser, mais décaler le temps d'optimiser un patient sur le plan anémie, hémoglobine, enfin tout ce qu'on a vu. Et la chirurgie vasculaire, c'est toujours très compliqué parce qu'on est toujours pris entre l'urgence d'un événement ischémique qui va arriver et l'optimisation du patient. Dans les deux topos qu'on a entendus, il y a préparation sur un déséquilibre diabétique, donc ça nécessite, c'est pas l'anesthésiste qui va mettre en place, enfin j'entends sur la stratégie périopératoire, hein, on optimise les choses, mais enfin bon, il y a une nécessité peut-être à rééquilibrer son traitement au préalable, donc à être avec des correspondants diabétologues, à avoir des correspondants cardiologues s'il y a des choses à optimiser en amont. Les kinés, c'est très bien, mais tous les kinés en ville ne savent pas forcément faire de la préparation pulmonaire, c'est une vraie question. Donc, alors soit on fait tout à l'hosto, et à ce moment-là, on sort un peu du cadre de... Bon, tu as parlé de kiné, diabéto, cardio, et puis rénutrition et renutrition, tout ça. et puis on est dans un environnement qui est contraint de par les spécialités en ville. Il y a aussi des délais qu'on puisse avoir, et on est toujours embêté entre l'événement qui arrive, ischémique, et l'optimisation du patient. Donc c'est toujours un vrai dilemme de... Oui, mais ce dilemme, je vais répondre. Ce dilemme, finalement, il est en train de tomber pour notre chirurgie. Et je suis très heureux d'être là pour pouvoir parler du patient vasculaire, parce que je pense qu'on le néglige. Et tout le monde a négligé cette spécialité qui est fabuleuse, parce qu'on va de quelque chose de simple, il y a de la LR, il y a plein de choses, et c'est des patients qu'on regarde qui sont très morbides, et qui le méritent. Et il y a une littérature, et c'est vrai que quand on regarde la littérature, c'est une littérature chirurgicale. À nous de faire prendre conscience aux chirurgiens vasculaires, et moi, je vous avoue, c'est quelque chose de difficile, et dans mon centre, je ne suis pas sûr d'y arriver. Parce que leur faire comprendre que le patient qui traîne depuis une semaine dans les étages, où il s'interroge à savoir si ça passe sans héparine, avec une dilate machin, et qu'en fait, quand vous regardez, ça fait 3 fois qu'il vient, qu'il se balade à 9 d'hémoglobine à chaque fois qu'on laisse sortir avec 9 d'hémoglobine, on avait bien le temps d'anticiper. C'est faire prendre conscience qu'on peut, et que, pareil, le degré d'urgence, qu'on va faire un pack x3 chez un patient, je veux dire, il est programmé à un mois, pourtant on va packer un patient, c'est pareil, le mec est en ischémie, s'il n'est pas en ischémie aiguë, je pense qu'il peut attendre. C'est un état d'esprit. Et après, bien sûr, c'est des moyens. Mais à nous de faire comprendre aux gens qu'il y a un intérêt. Et l'intérêt, il est pour le patient et pour le chirurgien, parce que finalement, il n'aura pas de complications et il pourra dire que c'est un bon chirurgien. Je ne dis pas que ce n'est pas pertinent, hein. Je parle de la réalité entre... Mais on l'a même, je l'ai cette réalité au quotidien, c'est une réalité du quotidien. Vous l'envoyez chez le cardio, on ne va répondre pas de contre-indication à l'anesthésie, c'est pas la question que j'ai posée. Je vais aller l'envoyer chez le kiné, il me dit, aucun des kinés n'a voulu me prendre en ville, il n'a pas le temps, ça ne l'intéresse pas. Je sais, mais à nous de faire, je pense que c'est un peu... Voilà. Ensuite, par rapport aux nouvelles stratégies, on va dire, de prise en charge des vasculaires, où il y a beaucoup, enfin, je ne sais pas à part peut-être des centres de référence, mais sur l'endovasculaire, par exemple, sur du monitorage en PEROP, qu'est-ce que tu fais? Parce que les patients, ils sont sédatés, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu de rémi, un peu d'évoque. Centres. Bon. C'est des discussions de centre, mais je pense que ce qu'il faut, c'est commencer par aller voir les chirurgiens. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Et de faire prendre conscience de cela. Nous, on a repris des données chez nous, sur 160 malades, j'ai 50% de complications. Voilà. Je ne suis pas fier, parce qu'on les néglige, mais c'est comme ça. Juste au fond. Une autre question, oui. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question concernant l'évaluation cardiaque chez les malades en chirurgie périphérique, notamment les pontages. Parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément de TT recommandé, et c'est plutôt l'épreuve fonctionnelle qui est privilégiée. Mais je voulais savoir si vous aviez connaissance de données sur une corrélation entre la FEVG préopératoire
et le risque d'échec finalement du pontage où il va se thromboser. Nous, on a l'impression que chez les patients qui ont une FE altérée et qu'on opère d'un pontage, en fait, ils se bouchent en post-op et ça marche pas, la chirurgie, elle est inutile. Alors, j'ai pas de données sur la FEVG altérée, la dysfonction VG. Après, il faut voir aussi peut-être les protocoles d'anticoagulation, parce que franchement, quelquefois, c'est quand même, quand ils en sont encore à la calciparine en sous-cute, voilà quoi. Je pense qu'il faut déjà peut-être discuter avec des hémostasiens, avoir des protocoles rigides avant d'avoir une impression clinique. Mais j'ai pas de données. Et puis finalement, la dysfonction VG, oui, je sais pas. Pour ça. Après, est-ce qu'ils ont un état prothrombotique? Peut-être, hein, dans la triade des Wershaw, ils se tasent un peu plus. Oui, c'est pour revenir sur l'aspect filière. En fait, probablement qu'il faut aller encore en amont. Si on fait un pendant avec d'autres optimisations, nous, on arrive des fois un peu tard dans la filière, puisque tous les circuits sont contraints. Donc, le patient, on le voit des fois une semaine avant, 5 jours avant, 3 jours avant. Et en fait, c'est peut-être les partenaires à intégrer, c'est les médecins vasculaires, puisqu'en fin de compte, le chemin du patient, en chirurgie déjà, le chemin du patient, il voit un médecin vasculaire, il lui fait son Doppler psychologique, il va voir un chirurgien, il va nous voir. Donc si au même titre que les oncologues sur les chirurgies carcinologiques, si entre guillemets, on crée un partenariat, une prise de conscience de médecins vasculaires de ces aspects-là, lui il le voit très en amont, donc il va pouvoir commencer à gérer l'anémie ou il va pouvoir commencer à gérer la nutrition. S'il sent bien, c'est lui qui voit bien si le patient il verse chirurgical. L'AOMI, c'est typique de ça. Il y a 40% de patients qui ont une AOMI qui ne sont pas chirurgicaux, c'est une optimisation médicale première. De l'optimisation médicale, au lieu d'aller coller que des antiagrégants en statine, on le refait manger, on lui fait faire de la kiné, on fait de l'éducation thérapeutique en fait. Et on l'optimise parce que dans sa vie, il va tourner chirurgical à un moment ou à un autre. Oui. Merci. J'ai une dernière question. Puisqu'on parle du parcours patient, est-ce qu'il y a des données solides dans la littérature pour dire finalement qu'un patient qu'on va opérer soit d'une carotide, soit d'une chirurgie vasculaire périphérique par voie endovasculaire ou une carotide sous ALR versus une anesthésie générale, finalement, est-ce que ça change le pronostic? Parce que vous n'avez pas beaucoup stratifié en fonction du risque ALR versus anesthésie générale. Je veux dire ALR périphérique, tu vois? Ouais, alors le problème c'est qu'on avait un temps qui n'était pas et je voulais plus discuter. Je pense que l'ALR a beaucoup d'avantages. En tout cas, vous faites la FAV, je veux dire, vaut mieux une FAV sous ALR qu'une FAV sous AG, il y a de meilleurs résultats. La carotide, il y a eu Gala qui a été présenté tout à l'heure, c'est franchement pas très... Je pense que plus que l'anesthésie même, en tant qu'anesthésiste, on est médecin, et c'est pour ça que j'insiste, c'est identifier, planifier, coopérer. Pour moi, un bon médecin anesthésiste, et ceux qui restent en mémoire pour moi comme étant des bons médecins anesthésistes, c'est ceux qui ont une approche médicale de la spécialité. Et finalement, l'AG, c'est un peu comme la cuisine, excusez-moi de cette réponse, mais vous allez vous régaler chez un Japonais comme vous allez vous régaler chez un Français. Mais c'est la façon dont c'est fait, comme vous pouvez détester le Japonais. Et l'ALR, il n'y a pas de supériorité réelle, randomisée si on veut, dans la littérature, je n'ai pas trouvé. Beaucoup d'études, notamment on parle des pontages fémoropop, l'arraché anesthésie, tout ça, c'est dans les journaux de chirurgiens. Et c'est les Nord-Américains, les Anglo-Saxons. Et ils sortent des corps de 20 000, 30 000, 40 000. Donc il y a un signal. Maintenant, sur le plan méthodologique, il y a un signal, il faut aller plus loin, faire de vrais randomisés, quelque chose d'un peu plus solide pour voir. Et je pense qu'il faut aussi s'adapter aux chirurgiens. Moi, j'ai le vécu d'être passé dans différents centres avec des chirurgiens de différentes qualités. Et quand j'ai voulu imposer la LR dans un centre, j'étais dans un mur. Voilà. Parce qu'ils n'étaient pas habitués, parce que c'était des jeunes qui étaient en difficulté. Finalement, je les ai plus mis en difficulté. Et le patient en a plus empathie que si j'étais resté initialement âgé. Alors maintenant, ils ont changé leur méthode de travail. Mais voilà, je pense que c'est pas une question simple, cette question AG, ALR. Je pense qu'il faut intégrer une dimension médicale à ce qu'on fait, dans le choix de la technique. Une dernière question. Moi, j'en ai une. Enfin, c'est plus une remarque. Là, on voit encore effectivement l'importance d'identifier et de coopérer avec le chirurgien, que ça se fait grâce à peut-être un parcours, en tout cas des méthodes qu'on met au sein d'un parcours, notamment du patient en préopératoire. Et quelque chose, par exemple, de très simple, là, on voit l'importance de l'HB, enfin de l'hémoglobine glyquée et de mesurer l'hémoglobine du patient. C'est par exemple que le patient arrive en consultation d'anesthésie avec un bilan, peut-être déjà un bilan sanguin,
Ce que nous, on n'a pas. C'est la seule chirurgie, finalement, on n'a pas réussi à le faire. Ouais, bah nous, on n'y arrive pas. Je vous avoue, c'est très compliqué. En plus, avec tous les problèmes de plage opératoire, tout ça, de patients qui traînent, qui sortent du chapeau magique au dernier moment et qui ne sont pas du tout optimisés. Et vous dites, non, on ne va pas le faire. Ah, bah là, il me reste une plage. Je vais être dans la réalité du terrain. Hein. Moi, j'aimerais bien faire tout ça. Mais c'est leur faire comprendre. Mais c'est en train d'arriver petit à petit. Et je pense que la chirurgie vasculaire reste une des dernières chirurgies où ils sont en train, ils ont un train de retard sur les autres. Mais effectivement, il faut probablement peut-être travailler en amont avec les médecins vasculaires, il faut travailler avec eux et leur faire comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de patients qu'on voit repasser un bon patient, parce que c'est un patient qui revient fréquemment quand même, le patient vasculaire. Je veux dire, il est fidèle à son chirurgien, à son anesthésiste. Donc, on a quand même le temps d'anticiper, je pense. Même si on ne l'a pas fait la première fois, bah de dire, moi, ça m'arrive à dire, attention, lui, il est arrivé, il avait une hémoglobine, là, dernièrement, il est arrivé, hémoglobine glyquée à 10. Et je dis à tout le monde, attention, attention, bah, il sortira, il a été pris en charge, mais il sortira par la diabéto, quoi. Il faut qu'il soit, on me dit, il n'est pas diabétique. Ah oui, mais non, mais voilà. Et je pense que c'est là aussi où on a un champ d'action, la médecine périopératoire. Merci Pierre Grégoire. Merci et donc à vous. pour respecter